Alors, écoutez, je vais essayer de faire bref et en même temps essayer de faire simple avec un sujet aussi complexe. Et puis, je vais surtout essayer de faire en sorte que mon intervention ne se termine pas par un suicide collectif. Donc, je vais essayer de faire ça simple. D'autant plus qu'ici même, donc en janvier 2015, j'ai eu l'honneur de faire cette première conférence devant Costa Gavras et Francis Ford Coppola qui étaient venus nous voir. Il est évident que pour vous faire part des avancées et des enjeux extraordinaires que représente cette restauration, je suis un petit peu obligé de me répéter. La conférence que j'avais faite en 2015 est visible sur le site de la Cinémathèque française, mais pour que vous puissiez comprendre les enjeux, je suis quand même obligé de vous faire un bref rappel de l'histoire du film et donc de la complexité. Alors, je ne suis pas un instituteur, vous n'êtes pas une classe d'école, mais le mieux et le plus simple, c'est de faire ce qu'on appelle un plan. Voilà grosso modo le plan de mon intervention. D'abord, je vais vous faire un bref rappel historique du film et directement, je vous amènerai aux conclusions de l'expertise. Le travail qui devait durer 3 mois s'est étalé de 2007 à 2015. Et notamment grâce à, je ne sais pas où elle est dans la salle, mais je la remercie énormément, grâce à Laure Marchaud, qui a été mon assistante monteuse tout au long de ces années, qui continue encore de sa pugnacité, de sa patience, et qui nous a permis de trouver les clés du film et ce qui lui était arrivé. Ensuite, c'est là l'objet de la communication de ma conférence. C'est-à-dire que pour la première fois, nous allons communiquer sur les différences effectives entre les versions qui nous ont amenés à reprendre, pour ainsi dire, à zéro la notion de la restauration du film. Ensuite, je vais essayer de vous montrer l'enjeu énorme qu'est la reconstruction de ce film qui s'est retrouvé atomisé à travers le monde au niveau patrimonial. Et enfin, vous connaissez le proverbe disant qu'il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Nous avons retrouvé certaines archives et certaines preuves qui montraient qu'en vérité, Gans nous avait déjà tout dit. Bien. Et à la fin, nous vous projetterons donc pour la première fois la séquence des ombres de la Convention. Bien entendu, je vais principalement avoir une conférence sur l'aspect historique, mais tout cela derrière, il y a un énorme travail technique, un protocole technique, pour ainsi dire, cousu main. Bref, le processus de restauration du Napoléon, étant un cas exceptionnel, n'est pas industrialisable. Donc, à notre très humble niveau, de même qu'Abel Gans en 1925 a dû demander à ses techniciens de créer de nouveaux appareils pour faire les images qu'ils visualisaient directement, à notre humble niveau, nous sommes venus devant l'évidence que pour s'attaquer au cas particulier du Napoléon, il allait falloir demander aux techniciens d'aujourd'hui, notamment au laboratoire Éclair, de faire aussi du sur-mesure et de créer notamment des outils particuliers. Et je vous en parlerai tout à l'heure, mais cela fera sans doute, je l'espère, l'objet d'une conférence à part sur les aspects techniques de la mise au point du protocole technique, parce que vraiment, on est confronté à des défis qui nous obligent à des choix. Alors, je vous fais le rappel. Alors, bien entendu, un film très connu, mais on va se dire, mais pourquoi il s'y attaque alors que déjà par le passé, le film a déjà été par 5 fois déjà restauré? Vous allez comprendre le problème. Au début, il y a une première qui est à l'Opéra de Paris, voilà le programme, qui se passe le 7 avril 1927. La durée de cette version est d'environ 4 heures. Je l'appellerai pour mon exposé, dans les écrits que j'ai faits, la version opéra. Okay, elle est avec triptyque au Palais Garnier. Ensuite, 1 mois plus tard, en mai 1927, ce n'est pas une projection publique, ce sont 2 projections réservées uniquement à la presse et aux distributeurs de la version longue du film. Elle est sans triptyque et dure 9h30. Alors on fait « Oh !» mais je vous rappellerai, pour certains qui connaissent un peu l'histoire du cinéma, que Greed de von Stroheim durait exactement la même durée. Gans se met au niveau des grands réalisateurs internationaux, et notamment Griffiths, qu'il a rencontré d'ailleurs, aux artistes associés. Et à cette époque-là, on fait des films aussi pour qu'ils soient exploités par épisode et par période. Donc 9h30, ce n'est pas si terrible que ça. Ça nous paraît incroyable parce qu'on est standardisé dans d'autres formats maintenant. Mais à cette époque-là, c'est la grande production qui se met à l'égal des grosses productions hollywoodiennes. Voilà, tout simplement. Alors, vous remarquerez d'ailleurs que l'habillage de la publicité pour Apollo est le même que pour l'habillage opéra. Ça, c'est un ticket. Simplement, on a remplacé le Théâtre national de l'Opéra par Gomo Metro Goldwyn.
Ensuite, là commence le problème. Gans, toujours, en 1935, fait une première version sonore. Il fait le Napoléon Bonaparte. Le Napoléon Bonaparte, je dis tout de suite, ce n'est pas le film muet avec de la parole dessus. C'est un nouveau film. Il tourne de nouvelles scènes. Des gens sont en train de se remémorer les grandes périodes de l'Empire. Et ce sont les flashbacks qui sont constitués par les extraits du film de 1927. Okay ? Et c'est là que Gans commence à couper à fond la caisse dans les négatifs originaux, qu'il soit opéra, qu'il soit Apollo, etc. Ce film dure environ 2h40. Ça vous donne une idée de la manière dont il est, bien sûr, écourté. Et puis, ce n'est pas terminé. Entre 1968 et 1971, grâce au producteur Claude Lelouch lui permet de faire sa seconde version parlante du Napoléon, qui va s'appeler Bonaparte et la Révolution. Et là, il n'y a pas de problème. Gans, à nouveau, tourne de nouvelles scènes en 1971. Claude Pinoteau a même tourné dans ces scènes additionnelles. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, eh bien, dans ce même film, il rajoute aussi des extraits des scènes tournées en 1935 et des scènes tournées en 1927. C'est un melting pot énorme, mais c'est Gans. Et là, je viens de vous parler uniquement des interventions de Gans sur le film, c'est-à-dire les interventions de l'auteur. Parce que ça pose des problèmes d'éthique aussi. Quelle est la version qu'on restaure ? Parce qu'en même temps que l'auteur charcute, parce qu'il faut bien le dire, constamment son grand œuvre, il y a aussi la grande histoire des restaurations. La première restauration, pendant que Gans charcute, eh bien, la première grande restauration, bien sûr, c'est Marie Hamstein et Henri Langlois qui, dans une affaire que j'ai racontée dans mon autre conférence, réussissent à sauvegarder et à acquérir de plein droit plus de 40 boîtes des versions Opéra et Apollo. Mais ils en sont à un point où ils font juste une sorte, enfin, ils arrivent à faire une sorte de continuité du film. Mais surtout, ce qui va nous servir beaucoup pour nous, c'est qu'ils vont faire quelque chose de très coûteux pour l'époque, c'est-à-dire que l'intégralité du fonds Napoléon qu'ils auront pu sauver à ce moment-là, ils vont le contre-typer, c'est-à-dire qu'ils vont tirer des négatifs de sécurité. Et ces négatifs de sécurité tirés par Marie Hamstein et Henri Langlois entre 1953 et 1959 vont grosso modo servir d'axe central à toutes les restaurations ultérieures. Heureusement qu'ils ont fait ça. Ensuite, vous avez la première restauration de Kevin Brunello, entre 69 et 82. Lui, de son côté, alors, vous imaginez un petit peu le petit problème. D'un côté, il y a Lelouch qui a acheté les droits à Gans pour faire Bonaparte et la Révolution, et en même temps, il y a une restauration qui se fait de la version muette, à une époque où on n'a pas le goût patrimonial d'aujourd'hui. Donc cette première restauration a été très difficile à faire. Le mérite en est bien entendu à Kevin, qui l'a présentée au Festival de Telluride en 1979. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous voyez Kevin avec Gans chez lui. À ce moment-là, il vit rue de Sèvres. Et ça, c'est Kevin et Gans à Telluride en 1979, où j'ai eu d'ailleurs l'honneur de refaire cette conférence de janvier 2015 sur la même scène sur laquelle Gans était à ce moment-là. Ensuite, ce n'est pas terminé, parce qu'en 1983, pour une question interne, la Cinémathèque française ouvre ses collections totalement à Kevin Brunello. Et donc, Kevin, devant l'ensemble du matériel nouveau qu'il trouve, eh bien, il ne peut que faire une nouvelle restauration. Donc, nous sommes, vous suivez bien, à la troisième restauration du film, et nous sommes dans la deuxième restauration de Kevin Brunello. Cette restauration se fait avec le BFI et la Cinémathèque française. C'est d'ailleurs cette restauration que j'ai découverte au Palais des Congrès en 1983. Sur ce, arrive ensuite Bambi Ballard. J'ai travaillé avec Bambi Ballard à l'époque, en tant que petite main, je dis tout de suite. Mais elle m'a appris beaucoup de choses. Je peux dire, et je développerai ça plus tard, soit dans un écrit, soit dans un documentaire, j'en sais rien. Mais je dirais combien elle a été très en avance méthodologiquement parlant au niveau de sa rigueur. Elle avait un sacré caractère, mais au moins, elle avait surtout, elle ne disait pas « après moi le déluge », elle laissait ce qu'on appelait des per memoriam. C'est-à-dire qu'elle laissait toujours un texte qui disait « pourquoi j'ai fait tel choix ?» Pourquoi ? Parce qu'après moi, il y aura d'autres personnes qui travailleront à cette cathédrale de lumière, comme Gans appelait son film. Et Bambi Ballard va trouver de nouveaux éléments, notamment en Corse, et avec ces nouveaux éléments, elle va faire une nouvelle restauration, qui est donc la restauration de 92, faite avec la Cinémathèque française. C'est pas terminé. Nous arrivons en 2000. Kevin entame sa troisième et dernière restauration. Pour cela, tous les éléments qui existaient à la Cinémathèque française sont envoyés à Kevin Brunello et il intègre les éléments nouveaux trouvés par Bambi Ballard pour sa restauration de 92. Et nous arrivons donc à une version de 5h30 qui, pour la première fois, est teintée et
viré. OK? Parfait. Alors maintenant, je vais être violent. C'est-à-dire que en 2007, il y a 22 versions répertoriées différentes du film. Voilà. Voilà pourquoi, d'un seul coup, la prédécessrice de Céline, Camille Blovelins, a dit donc en effet, mais excusez-moi, mais si on demande la Napoléon, qui peut me dire quelle est la version qu'on donne? Donc on arrête tout. On arrête toute diffusion et on demande à quelqu'un, ce fut moi, d'ouvrir les boîtes et de nous dire ce qu'il y a à l'intérieur. À l'origine, ça devait durer uniquement 3 mois. Mais on a eu une telle ampleur de découverte que ça nous a amené ensuite à ce projet de restauration. Parce que voilà le problème. Je le fais très rapidement, et excusez-moi. Nous prenons n'importe quelle collure dans une copie positive. Bien. Alors, nous sommes confrontés à la question suivante. Qui a fait cette collure positive? Est-ce que c'est Abel Gans en 1927 dans sa version opéra? Est-ce que c'est Abel Gans dans sa version Apollo, toujours en 1927? Est-ce que c'est Abel Gans dans sa première version sonore de 1935? Est-ce que c'est Abel Gans dans sa seconde version sonore de 1971? Et avant même de répondre à cette question, nous avons d'autres questions qui se posent, parce que cette même collure peut avoir été faite par Marie Hamstein et Henri Langlois entre 1953 et 1959, par Kevin Brunelot entre 1969 et 1982, par Kevin Brunelot à nouveau en 1983, par Bambi Ballard en 1992 ou encore par Kevin Brunelot en 2000. Et vous avez plusieurs milliers de collures. Donc, quand on dit dans les textes de la Cinémathèque française que la situation patrimoniale était des plus confuses, parce que là, je vous parle des collures officielles, mais ça se rajoute à toutes les destinées des films d'autrefois qui ont subi aussi des collures sauvages, des distributeurs, des censeurs, etc., toutes les collures accidentelles. Alors du coup, bon, on va... Qui a fait quoi ? Et à partir de quel matériel? Si vous ne pouvez pas, à chaque collure, dire, répondre à cette question, le film, patrimonialement parlant, il reste au fond de la tombe. Vous pouvez arranger quelque chose, mais vous ne pouvez pas scientifiquement prouver que c'était comme ça que c'était monté à l'origine. Alors, je vais tout de suite dans les conclusions. Parce que ces conclusions, d'abord, elles ont été faites grâce. D'abord, il y a eu les découvertes. Plus de 400 boîtes découvertes qui n'avaient pas été ouvertes par Abel Gans depuis 1971, un peu à travers le monde et aussi à Toulouse, et qui avaient été en effet bien planquées par Claude Lafaye, tu es encore avec nous, qui était exécuteur testamentaire de Gans, et si ces boîtes aujourd'hui ont pu éviter d'une certaine manière la destruction, c'est grâce à toi. Mais il y a aussi le fait que toutes les archives papier personnelles de Gans que Claude Lafaye avait préservées à sa mort et que tu as données à la BNF n'avaient jamais été recroisées avec le fonds papier énorme de la Cinémathèque française qui a été classé d'ailleurs par Delphine Varin. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais pour vous donner une petite idée, elle a commencé en 2002, elle a terminé en 2010. Donc en croisant les archives papier, en ayant ces nouvelles boîte. Et puis, en ayant cet outil du numérique, on passe la pellicule une seule fois sur la table de montage, on la filme, on n'y touche plus. Nous avons pu faire ce que personne ne pouvait faire avant nous. On a tout simplement à un moment ouvert 12 QuickTime en même temps sur l'écran. Et là, on a commencé à distinguer quelque chose de spécial. On s'est aperçu que les images n'étaient pas tout à fait pareilles. Vous voyez, ça c'est Marguerite Gans dans le rôle de Charlotte Corday. Bon, ces 4-là sont issus du même négatif. Ces 2-là, c'est une autre caméra ou c'est un autre négatif. Bien. Alors, voyons maintenant pour Antonin Artaud dans le rôle de Marat. Tiens, c'est la même chose. Tiens, là, c'est le même négatif originel, et là, c'est 2. Bon, on en conclut quelque chose d'assez usuel, qui est qu'à l'origine, il y avait 2 négatifs différents. Enfin, quand on dit différents, c'était habituel pour éviter que les négatifs ne s'usassent trop, je suis obligé de prendre l'imparfait du subjonctif, on faisait plusieurs montages de négatifs, mais avec des plans équivalents. Comme ça, les tirages de copies faisaient que les négatifs n'étaient pas trop usés. Le problème avec le Napoléon de Gans, c'est que, eh bien voilà, contre toute attente, le négatif opéra avait des choix artistiques différents du négatif Apollo. Manque de peau.
Et donc, ce que je vais essayer de vous illustrer, et je vais commenter en même temps qu'il y a la projection, je vais juste vous prendre deux petits exemples, parce que maintenant, à partir d'un certain moment, dans une certaine méthode dont on parlera, ma monteuse et moi, on était capable de reconnaître au début d'un plan quel qu'ait été le mélange antécédent, de dire celui-là, il vient du négatif opéra, celui-là, opéra, celui-là, il vient de Apollo, et on a pu défaire la dentelle de Delphes, et donc, du coup, reconstituer la version opéra, reconstituer la version Apollo, et les comparer. Alors, je vous ai pris juste 3 exemples et je voudrais lancer le premier DCP, s'il vous plaît. Je vais essayer de vous le commenter. Vous avez... Prenons la séquence de Brienne. À gauche, vous avez la séquence Apollo reconstruite. À droite, opéra. Bonaparte se fait foutre dehors dans la nuit parce qu'il a foutu un boxon monumental dans le dortoir. Donc le plan est plus haut dans Opéra et Apollo. Là, les plans sont voisins, les caméras sont voisines, mais les plans sont voisins, il n'y a pas beaucoup de différence. Les appariteurs ou les surveillants, dans la nuit réveillés, se disent il ira peut-être loin, mais enfin, il nous a empêchés de dormir. Et alors, on s'aperçoit que dans la version Apollo, au moment où est éjecté l'enfant, la version Opéra s'arrête, mais dans la version Apollo, on attend que la fureur de l'enfant retombe. De l'autre côté de la vitre, les surveillants ne savent pas quoi faire de ce tempérament. On est désolé, et puis finalement tout le monde l'abandonne à ce qui va être un peu son destin. Et ce n'est que là qu'il y a interpellation en regard amorce droite, comme on dit, et que la version opéra reprend. Donc déjà, il y a une différence de rythme. Là, Bonaparte va alors donc avoir son coup de spleen. Et là, Tristan Fleury, qui est un personnage secondaire, qui sera toujours en parallèle de Bonaparte, va lui amener pour le couvrir sa cape et son chapeau. Les jeux sont un petit peu différents. Dans la version Apollo, Tristan Fleury pose avec plus de tendresse la cape, puis le chapeau. Et puis, en partant, en version Apollo, ils échangent presque un petit bisou, un sourire, tous les deux. Alors que dans la version opéra, c'est beaucoup moins pertinent. Ce sera le seul échange dans tout le film qu'auront lieu ces deux personnages qui pourtant sont développés tout au long du film. Un peu plus tard, donc, Bonaparte pleure la manière dont il exclut le fait qu'il a perdu son aigle. Mais dans la version Apollo, l'aigle atterrit dans l'arbre. Il est déjà dans l'arbre dans la version opéra. On ne va pas lui demander de faire ça 2 fois. Et là, à ce moment-là, en Apollo, vous allez avoir donc, vous voyez, à chaque fois, je suis obligé d'arrêter la version opéra pour lui donner son souffle. Voilà, il atterrit vers l'enfant. Et là, dans la version Apollo, il ne va pas y avoir un face-à-face, une juxtaposition toute bête. Il va y avoir un échange. Il va y avoir une caresse entre l'enfant et l'animal. Tous ces plans n'existent pas en opéra. Il y a même un enchaîné qui est fait pour accentuer même la douceur du rapport entre l'aigle et Bonaparte. Il va même ensuite y avoir des gros plans de la tête de l'aigle dans lequel, en amorce, nous voyons la caresse de l'enfant, chose que nous n'avons pas dans la version opéra quand elle reprend. La version opéra est basée sur un face-à-face, la version Apollo est basée sur un partage. Et puis, dans la version Apollo, nous avons toujours en enchaîné cet étrange plan sur un canon qui renforce la symbolique de la dernière image, c'est-à-dire l'enfant, la guerre et la gloire impériale qui l'attend. Nous n'avons pas ça d'une manière aussi pertinente dans la version opéra. Voilà un exemple sur Brienne. Maintenant, prenons la rencontre, le dialogue entre les hommes de la Convention. Bonaparte, avant de partir à l'armée d'Italie, va se retrouver dans la Convention vide et les fantômes vont leur apparaître. La caméra opéra, elle est secondaire, elle n'est pas dans l'axe de l'Assemblée. Et puis, d'une manière générale, les cadres dans l'opéra sont moins grands. C'est-à-dire qu'on a des gros plans plus gros dans l'Apollo, on a des plans généraux plus larges. L'écart type, si vous préférez, des échelles de plans sont différentes. Et là, surtout, dans la version Apollo, les fantômes marchent jusqu'à Bonaparte. Dans la version opéra, ils restent fixes.
Donc, de même que tout à l'heure, l'Aigle et Bonaparte partageaient quelque chose, dans la version Apollo, la technique nous amène à ce que les fantômes viennent enlever la présence de Bonaparte. Pareil pour ici. Il a terminé de marcher alors qu'il était immobile en opéra. Écoute Bonaparte, la Révolution française va te parler. Les retours, d'ailleurs, seront sur les mêmes échelles de plan, beaucoup plus forts, comme une pédale forte sur Bonaparte, alors qu'on est plutôt dans un descriptif, dans la version opéra. Mais surtout, dans la version Apollo, alors que nous avons simplement des surimpressions assez simples à droite, regardez le travail de toutes les surimpressions de la version Apollo. C'est énorme, le nombre de surimpressions qu'il y a dessus. Et surtout, les fantômes vont glisser vers Bonaparte alors qu'ils sont fixes dans la version opéra. Chacun va venir poser sa question comme s'il venait lui parler tout près de l'oreille. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans ton pareil. Dans la version opéra, nous restons fixes dans un face-à-face entre les ombres et Bonaparte. Regardez la différence de travail des surimpressions. C'est énorme. Il y en a 3 à droite, il y en a au moins 5 à gauche. Enfin, à la fin, à l'opéra, une fois qu'ils ont disparu, tout bêtement, Bonaparte fondu au noir. Dans la version Apollo, une fois qu'ils sont partis, Bonaparte ouvre grand les bras, comme s'il voulait saisir l'absence des ombres qui viennent de lui parler, et fondu au noir. Et ça nous rappelle l'obsession chez Gans de présenter Bonaparte toujours comme l'héritier de la Révolution. Bref, je pense que vous commencez à comprendre les différences de choix artistiques. Comme on dit, le traitement dramaturgique n'est pas le même. Et ce qui s'est passé, c'est que, avec tout le respect que j'ai pour ces personnes et l'admiration que j'ai, en toute bonne foi, toutes ces personnes, dans la restauration précédente, avaient mélangé indistinctement les 2 versions. Elles n'avaient strictement aucun moyen de deviner ce que nous avons trouvé. Ce n'était pas possible. Le premier à avoir tout mélangé, c'est Gans lui-même, avec Bonaparte et la Révolution, puis Napoléon Bonaparte. Le second, c'est Marie-M. Stein et Henri Langlois. Je ne fais pas un blasphème ici, mais ils ont fait comme ils ont pu. Ensuite, Bambi Ballard et Kevin Brunelot, ils ont fait pareil. Ils ont pris ce qui était le plus vraisemblable. Tandis que nous avions la possibilité de distiller. Voilà, quels étaient les plans. Alors, à partir de ce moment-là, maintenant que vous avez compris la chose, c'est un petit peu simple. Je vais être encore plus violent, c'est-à-dire que vous allez un petit peu voir ce que c'est que la reconstruction, puisque bien entendu le but, c'est de reconstruire la version Apollo. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, ça m'a échappé, parce que c'est à partir du négatif Apollo que Gans a continué à travailler sur son montage définitif, sur ce négatif-là, et c'est à partir de ce négatif-là, réduit environ à une durée de 6h30, 6h45, qu'il a envoyé ce négatif, dit définitif, à la MGM en 1928. C'est cette version que nous restaurons. Donc, si vous préférez, nous resterons la version Apollo, mise en point définitif par Gans, avec ses choix artistiques les plus audacieux. Oui, mais alors là, pour ça, il faut quand même avoir une bonne ceinture de sécurité, de ne pas avoir peur du décalage horaire, éteindre ses cigarettes, et puis on va faire un petit tour du monde, si vous voulez bien. Voilà. Alors, on va commencer par... Allez-y. Tour du monde en 80 secondes. C'est juste quelques petits exemples comme ça. Alors, on commande dans le monde, bien sûr. Et puis sur le monde, bien sûr, on sait que tout commence à la Cinémathèque française. Donc, on va commencer sur un élément qui est, nous dirons, à Paris. Et là, nous sommes à Toulon. Bonaparte est en train de faire son exposé, écouté par Dugommier d'ailleurs. Mais Dugommier, son écoute a été coupée de quelques images. Donc on est obligé d'aller à New York chercher les images de son écoute, revenir ensuite sur la copie de Paris pour avoir un plan 16 intégral.
Ensuite, le plan 17, rien que dans la manière de se retourner et de dire ses ordres, nous sommes encore obligés de repartir sur New York. Nous revenons sur la Cinémathèque française. Et ensuite, pour 2 images, nous revenons sur New York et nous terminons sur la Cinémathèque française. Là, nous avons le plan 17 complet. Le plan 18 est à la Cinémathèque française, le plan 19. Tout ça, ce sont les informations prises dans les manchettes des négatifs, ou tout au moins des éléments expertisés. Et puis, pendant que le conseil ennemi est en train de se chaparder, nous sommes toujours à la Cinémathèque française. Nous allons reprendre un petit peu plus loin, dans le 31. Nous sommes à Paris. Le 32, nous l'avons trouvé. Le 33, il continue toujours à s'engueuler. Le 34 aussi, mais là, nous sommes obligés de les laisser parce que pour aller à l'explication claire et nette de Bonaparte, nous trouvons le plan 35 à Rome, qui, lui, simplement contraste avec l'écoute, l'explication simple, et bien entendu, pour comprendre ce qu'il dit, nous avons le carton en français à la Cinémathèque française, nous revenons à Paris. Nous sommes à 37 000 km parcourus. Et puis, pour avoir le gros plan qui termine son explication, là, nous l'avons trouvé à Toulouse. Alors ensuite, on ne peut pas ne pas commencer une explication par la Corse, parce que là-bas, ils ont des éléments. Et en effet, ce premier plan de Brienne, c'est la Corse. Vous voyez, les instituteurs sont en train de se mettre à l'abri, parce que tous ces gosses sont en train de s'envoyer des boules de neige. Mais pour avoir le prochain plan, nous sommes obligés d'aller à la Cinémathèque française. Mais pour que le repli des appariteurs soit complet, nous sommes obligés d'aller à Belgrade pour quelques images, revenir ensuite à la Cinémathèque française, et pour avoir la fuite des autres intervenants, nous sommes obligés de revenir à nouveau à Belgrade pour avoir ce mouvement fluide du repli que Gans a voulu mettre en scène par rapport au bombardement des boules de neige des enfants. Et ce repli est d'abord à la Cinémathèque française. Pour que ce repli continue, nous allons à Belgrade, nous revenons à la Cinémathèque française, nous repartons à nouveau à Belgrade pour 4 images, nous revenons à la Cinémathèque française, nous avons encore à revenir à Belgrade pour que le mouvement soit complètement fluide, et la sortie du père supérieur, lui, par contre, nous sommes obligés, pour qu'il ait vraiment la situation bien en main, d'aller à Copenhague. Et là, nous prenons la situation dans la figure. Voilà. Donc ça, c'est juste quelques plans. OK ? La restauration à laquelle nous nous attelons va durer aux alentours des 6h30. Et bien entendu, tout revient ici. Alors, c'est juste des échantillons de la difficulté de la chose. OK ? Mais tout ça va nous donner un mouvement, une respiration, va nous donner un rythme interne au film qui n'a pas été vu depuis 1927-28, puisqu'il a été constamment détruit. C'est comme si je vous faisais écouter une mélodie de Chopin avec 2 enregistrements, l'une de Michelangeli, l'autre de Zifra, et puis je coupe, et je mélange, et j'enlève des notes. Vous allez la reconnaître, la mélodie. Alors, il faut dire une chose, c'est que, comment dire, Gans l'avait pourtant dit. D'abord, il avait dit, vous savez, vous connaissez la grandiloquence de Gans, il faut le dire. Il disait, oui, j'ai monté ces images comme on monte une musique de lumière. Les gens avaient tendance à dire, bon, ça va, on sait bien que tu as été un des plus grands réalisateurs du muet, mais enfin, il ne faut pas trop exagérer. Et le problème, c'est que Laure Marchot et moi, nous avons quand même retrouvé quelques fragments de négatif original, parce qu'en plus, il n'existe plus de négatif original du film, hein, pour simplifier la chose. OK ? Et nous avons trouvé, vous allez comprendre la chose, à un moment, à la fin de la scène des Cordeliers, l'écran se met à scintiller, parce que pour faire d'un seul mouvement un peuple qui se met à apprendre la Marseillaise, Gans a raccourci progressivement les durées des plans jusqu'à une image égale un plan, alors qu'il n'existe pas encore à cette époque-là de trucage. Alors ça, c'est le négatif. Alors vous voyez les images, bien sûr, vous voyez Annabella, qui est dans son premier rôle, et Albert Dieudonné, qui est dans le rôle de Napoléon. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les manchettes. Dans les manchettes,
les monteuses négatifs avaient l'habitude de mettre leurs instructions. Pour nous, une duplication qui ne transmet pas les informations contenues en manchette, Laure et moi, nous appelons ça une archive morte. Parce que certes, nous avons les images, mais nous n'avons pas la trace du processus de fabrication. Et si je le mets à l'endroit, eh bien, il avait raison, le père Gans. Regardez, chaque image a été numérotée. Ça, c'est la 524. Ça, c'est la 523. Ça, c'est la 522. Ce qui veut dire qu'en effet, ça a été un cauchemar pour ces monteuses de l'époque. Mais comment a-t-il pu éviter une expédition punitive, quoi, je veux dire, il a monté chaque image en la choisissant et en la numérotant, comme un musicien, mais sur une portée des notes. Donc, la légende était vraie. Ensuite, il y a juste 2 minutes qui s'est passé, parce que quand Gans est venu au festival de Telluride en 1979, il était au Sheridan Theatre, où j'ai fait plus tard ma conférence. Et puis, comment dire, il y a eu un malentendu sur lequel je ne m'étendrai pas parce que ce serait difficile d'expliquer, mais d'un seul coup, cet homme de presque 90 ans, en direct, alors que tout le monde est en train de lui faire un hommage, il pique une colère. Alors tout le monde se dit, bon, il y a la tête un petit peu qui... Mais peut-être qu'il a eu un petit peu son coup de calgon, en effet. Mais au milieu de cette colère, il y a 1 ou 2 phrases qui vont sortir. Et quand nous les avons découvertes, Laure et moi, après avoir déjà découvert par déduction ce que je viens de vous expliquer, nous a dit, ben oui. Et pourtant, dans la salle, personne ne le croit. Donc, c'est Tom Luddy, le directeur du festival de Telluride, qui m'a permis de vous montrer cet extrait-là. Je précise tout de suite une chose, c'est que Gans n'est pas en train de parler de la restauration de Kevin Brownlow qui est sur scène, qu'il vient de voir, pas du tout. Il vient de voir un documentaire sur lui à l'intérieur desquels il y a des extraits du Napoléon. Et à mon avis, sa remarque vient des extraits du Napoléon qu'il voit à l'intérieur du documentaire. Je préfère faire cette précision afin que ces images ne soient pas déviées de leur contexte. Si vous pouvez envoyer la chose... C'est comme de la musique pour moi, le cinéma. S'il manque 4 images à un plan, je le recommencerai 10 fois. S'il y en a 4 de moins, c'est la même chose. Comme en musique, c'est d'une précision mathématique. Et ce qui a fait probablement mon succès dans mes films, c'est la précision de la mise en scène, la précision des images. Et chaque plan, à 2 images près, je le rejetais. If I've had this little revolt in front of what I've just seen, this mishmash, which I guess for you, you wouldn't realize that it's a massacre because you haven't seen the films in their entirety. It's because for me, cinema is so much like music. It's like music in the precision of the shots that is necessary. If I feel that there are 4 little moments missing from a shot, I'll do it over 10 times because this mathematical precision is necessary. Imaginez 10 mesures de Brahms, 3 de Debussy, 40 d'un mauvais musicien de Paris. Imagine 10 measures of Brahms, 3 of Debussy, and then 40 by some terrible composer from Paris. Et voilà le résultat, c'est que le musicien, s'il s'appelle Wagner, il est confondu avec un musicien de 10e ordre des boulevards de Paris, et puis il dit c'est ça ma musique, c'est pas possible. Ou c'est moi qui suis fou, ou l'orchestre s'est trompé. Et bien voilà l'impression que j'ai. And the result is, imagine mixing Wagner with the most 10th-rate boulevard musician of Paris, and the two are put together, and one doesn't know which is the other. On ne pourra pas dire qu'on n'avait pas été prévenu. Alors, maintenant, pour arriver jusqu'à quoi? Parce que le problème, enfin, la spécificité de Gans, à part les éléments très exceptionnels dont je vous ai parlé, c'est que nous avons affaire, généralement dans un film dramaturgiquement parlant, nous avons des séquences qui, au mieux, se font écho dramaturgiquement parlant les unes par rapport aux autres. Le problème chez Gans, c'est que visiblement, il entend à ce que certaines images, à un moment du film, fassent écho à d'autres images, comme des vitraux dans une cathédrale. C'est lui-même qui l'a dit. Donc on est dans une approche métaphysique du cinéma, comme Griffith,
le voulait d'ailleurs, on n'a qu'à regarder Intolérance, c'est sa volonté. Donc, à la limite, le seul autre film auquel ça me fait tilt, et j'avais d'ailleurs trouvé une correspondance très intéressante entre Gans et Alain Resnais, c'est l'année dernière à Marienbad, où des plans seuls font écho, bizarrement dans la mémoire du spectateur, à d'autres plans pris dans une autre temporalité chez Resnais. Et les lettres échangées entre Resnais et Gans à cette époque-là sont extraordinaires. Donc, malheureusement pour nous, le Napoléon semble être de cet ordre. C'est pour ça que ce processus de restauration n'est pas industrialisable, qu'il nous a fallu un coût humain. Il nous a fallu, bien entendu, aussi techniquement avoir le défi d'homogénéiser des différentes textures venant. Certaines fois, je reconstruis des scènes qui ont jusqu'à 15 éléments sources différents. Comment homogénéiser les textures? Comment retrouver aussi la colorimétrie bien particulière des projections de cette époque-là et non pas avoir cette sensation de masque qu'on a certaines fois devant certaines choses restaurées. Alors là, je dois bien entendu remercier les laboratoires Éclair qui nous ont développé ces outils. Florence Paulin qui a bien entendu coordonné tous ces services pour cette première scène restaurée, et Nel Sizami, l'ingénieur R&D de chez Éclair, qui a mis au point une colorimétrie particulière. Alors bien entendu, les choses sont toujours à perfectionner, mais il nous a semblé que c'était déjà assez dans un état dans lequel on pouvait vous présenter la scène. Dernière chose, sur cette scène des Ombres de la Convention, qui est donc la première séquence restaurée, avec le protocole technique relativement fixé, j'ai aménagé un accompagnement musical, car vous comprendrez assez vite pourquoi il nous est impossible de vous présenter cette scène en muet si nous voulons encore être conformes et respectueux aux vœux de Gans. Voilà, sur ce, j'espère que tout va bien. Et je vous souhaite une bonne projection. Il y en a pour 9 minutes. Merci, Laure. Merci, Laure. Bon, ben voilà. Eh ben, je vous remercie de cet accueil. Et puis, ben, c'est parti pour 25 séquences pour arriver à 6h30. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.